Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition de 22h. Voici les titres que nous allons développer ensemble ce soir. Après 50 ans de conflit, c'est un rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba qui a été annoncé aujourd'hui. Les relations diplomatiques entre les deux pays vont être rétablies et les sanctions économiques allégées. La Maison-Blanche précise même ce soir qu'une visite du président Obama à Cuba n'est pas exclue. Le Parlement adopte définitivement une carte de France avec 13 régions au lieu des 22 actuelles, malgré la colère toujours forte des élus alsaciens qui sont contre la fusion de leur région avec Champagne-Ardenne et Lorraine. Et puis le club des éditorialistes du 22h ce soir, on va refaire ensemble l'année politique, ce qui a marqué 2014, les tops et les flops politiques. Ce sera tout à l'heure après ce journal. Rapprochement donc spectaculaire aujourd'hui entre les États-Unis et Cuba. Personne ne l'attendait et c'est Washington qui a annoncé la fin de plus de 50 ans de relations conflictuelles. Les relations diplomatiques entre les deux pays vont être rétablies, les sanctions économiques allégées et des prisonniers ont déjà été échangés aujourd'hui. Sophie Normand-Courturier. 53 ans que les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba étaient rompues. Barack Obama déclare aujourd'hui ouvrir un nouveau chapitre entre les nations du continent américain. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique changent leurs relations avec le peuple de Cuba. Ceci est le changement le plus important de notre politique ces 50 dernières années. Nous allons mettre fin à une approche qui n'est plus d'actualité et qui, pendant des décennies, n'a pas servi les intérêts des États-Unis. Nous allons commencer à normaliser la relation entre nos deux pays. Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé l'ouverture d'une ambassade à La Havane dès que possible. Les sanctions économiques devraient aussi être allégées à l'encontre de Cuba. Mais pour le président Raúl Castro, la question principale de l'embargo américain reste encore à régler. J'exhorte le gouvernement des États-Unis à supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent les liens entre nos deux peuples, les familles et les citoyens des deux pays, en particulier ce qui est lié au voyage, le courrier postal direct et les télécommunications. Ce rapprochement historique intervient quelques heures après l'annonce de la libération d'Alan Gross, un Américain détenu depuis 5 ans à La Havane, et de 3 Cubains écroués aux États-Unis pour espionnage. En France maintenant, dans le bras de fer entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, le Parlement réclame la tenue d'un débat avant toute décision du gouvernement. 2 rapports parlementaires sur les autoroutes ont été rendus publics aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale préconise une résiliation des contrats d'autoroute, le Sénat est plus sceptique, faute de moyens. Marie Brémaud. C'est un bras de fer qui a démarré depuis plusieurs semaines entre l'exécutif et les sociétés d'autoroutes. 3 ministres, Ségolène Royal, Emmanuel Macron et Alain Vidalis, négocient avec les sociétés concessionnaires. Ce travail, il est mené dans l'intérêt général. Tout est sur la table. Tout est sur la table. Tout est sur la table car il faut trouver de quoi financer les infrastructures de transport, alors que l'écotaxe a été abandonnée et que les finances publiques sont dans le rouge. Depuis le mois de septembre et le rapport de l'autorité de la concurrence qui dénonce les rentes exceptionnelles, l'exécutif s'intéresse de très près au pactole des sociétés d'autoroutes. Pour récupérer une partie des bénéfices, l'État envisage plusieurs pistes, comme le gel des tarifs des péages ou encore faire financer des milliards d'investissements sur le réseau par les sociétés d'autoroutes. Ultime possibilité, rompre par anticipation ces contrats de concession et tout renégocier. Mais alors l'État doit se décider avant le 31 décembre, soit dans 2 semaines. 2 rapports émanant l'un des sénateurs et l'autre des députés ont été rendus publics aujourd'hui. Peut-être éclaireront-ils l'exécutif sur la stratégie à adopter ou pas. C'est fait, la carte de France compte désormais 13 régions au lieu des 22 actuelles. Le Parlement a définitivement adopté cet après-midi cette nouvelle carte de France qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2016. Et puis maintenant, la nouvelle carte de l'éducation prioritaire dévoilée par Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale doit à présent convaincre enseignants et parents qui manifestent depuis plusieurs semaines pour bénéficier de leur entrée en ZEP. C'est le cas notamment à Créteil, au collège Simone de Beauvoir, où se sont rendus Pauline Dame et Jonathan Tessier. Simone de Beauvoir est en colère, mais nous Créteil, on lâche pas l'affaire. Mais nous Créteil, on lâche pas l'affaire. De
devant les grilles cadenassées de ce collège du Val-de-Marne, des parents et professeurs. Malgré la pluie et le froid, ils se relaient pour dire non, non à l'exclusion de leur établissement de la carte d'éducation prioritaire. De la colère, mais surtout un sentiment d'incompréhension pour cette jeune enseignante. Nous avons des classes à 29, les faits de violence se multiplient. Un surveillant pour 118 élèves et une paupérisation de la population qui augmente. Tous les collèges du coin vont être REP et nous ne comprenons pas du tout que nous en soyons exclus. Pour pouvoir faire partie d'un réseau d'éducation prioritaire, 4 critères sont retenus. La proportion d'élèves de population défavorisée, le pourcentage d'habitants en zone urbaine sensible, le taux d'élèves boursiers et de redoublants à l'entrée en 6e. Un statut qui offre plusieurs avantages. Classe réduite, les professeurs en collège bénéficieront d'1h30 de cours en moins par semaine pour travailler en petits groupes, rencontrer les parents et aider les élèves. Ces derniers, en 6e, disposeront d'un accompagnement renforcé avec une aide aux devoirs ou du tutorat. Les professeurs travaillant en REP bénéficieront d'une prime d'environ 1 700 € par an. Un classement attribué de manière arbitraire pour ce parent d'élève. Les services départementaux ont fait une sélection à partir d'indicateurs, mais comme ils ont un nombre limité d'établissements à classer et qu'il y en a plus que ça qui ont des besoins, ils sont obligés de faire des choix. Et à un moment, quand des établissements sont dans des situations un peu comparables, on n'arrive pas à savoir d'ailleurs qu'est-ce qui prévaut au fait qu'on en garde un, on n'en prend pas un autre. Et c'est ce qui suscite tout ce mécontentement ici comme dans d'autres établissements. La nouvelle carte sera applicable à la rentrée 2015. Près de 1000 collèges et 8000 écoles sont concernées. Najat Vallaud-Belkacem a tenu à rassurer les enseignants et parents de ces établissements mobilisés contre leur sortie des zones d'éducation prioritaire. Ces établissements continueront à recevoir des moyens adaptés à leurs difficultés. La ministre qui a par ailleurs tenu à préciser le montant de l'enveloppe allouée aux établissements prioritaires. On l'écoute. Nous avons décidé, en termes de nombre d'établissements aidés, de conserver 1080, un peu plus de 1080 collèges, 8000 écoles, donc de ne pas faire plus, de ne pas faire moins que par le passé. En revanche, dans ce périmètre équivalent, de rajouter plus de 350 millions d'euros. Ce qui signifie que concrètement, eh bien, nous donnerons davantage de moyens pour un nombre équivalent d'établissements. La crise du rouble maintenant, le gouvernement et la banque centrale russe se sont activés aujourd'hui pour mettre fin à la descente aux enfers de la monnaie russe qui a repris quelques couleurs avant les annonces de Vladimir Poutine attendues demain. Sophie Normand-Couturier. C'est du jamais vu depuis la crise financière de 1998. En 2 jours, le rouble a dévissé de près de 30%. La population est inquiète. Personnellement, je suis très inquiet. J'ai peur que les prix augmentent. Le prix des voitures, de la nourriture. On comprend bien qu'on ne pourra pas remplacer les importations. C'est un mythe. La hausse des prix approche déjà les 10% en 1 an. Depuis le début de l'année, le rouble a perdu la moitié de sa valeur et la dégringolade pourrait continuer. Une crise monétaire déclenchée par les sanctions occidentales contre Moscou, amplifiée par la chute des prix du pétrole et décuplée par les réflexes de défiance des ménages et du marché. La Banque centrale augmente ses taux et essaye de soutenir le rouble, mais les acteurs du marché ont accueilli cette décision comme un signe de dégradation de l'économie russe et ont continué à vendre des roubles. Et je pense que cela peut continuer à s'aggraver demain si la Banque centrale n'intervient pas sur le marché. Le gouvernement russe a procédé à de nouvelles ventes de devises étrangères ce mercredi, mais il en faudra plus pour redonner confiance à la population et au marché. On fait le point maintenant sur cette chute du rouble avec notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Merci d'être avec nous. C'est donc la pire crise monétaire en Russie depuis 1998, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Alors d'abord, il faut bien voir que ce n'est pas une crise soudaine. Voilà plusieurs années que l'économie russe se dégrade. On était sur des rythmes de croissance de 7%, on est passé ensuite à 4%. Pour cette année 2014, on sera à plus 0,8%. Et pour 2015, on tape sur moins 0,5%. Et certains disent, en fait, on sera plutôt à moins 5% si le pétrole reste aux $60 qu'il a atteint aujourd'hui. Alors, d'où vient le fait? C'est que l'économie russe n'a pas réussi, depuis des années, à sortir de la monoproduction qu'est l'économie
pétrolière et l'économie gazière. Là-dessus, c'est rajouter la question des sanctions. Les Russes disent « Ah ben ça nous a coûté à peu près 40 milliards de dollars ». En réalité, il semble que ce soit beaucoup plus. Parmi les sanctions, il y en a une qui est extrêmement importante pour l'économie russe, c'est le fait que les sociétés russes ne peuvent pas se refinancer sur les marchés internationaux. Elles ont de l'argent, elles ont beaucoup de dettes, mais elles ont besoin de ces capitaux neufs. Or, elles ne peuvent pas les chercher. À partir de là, la dégradation a commencé, notamment l'affaire du rouble. Aujourd'hui, on est quand même à 100 roubles pour 1 euro, ce qui est quand même extrêmement peu, et le rouble s'effondre au fur et à mesure que le pétrole lui-même s'effondre. Vladimir Poutine va tenir demain sa grande conférence de presse annuelle. Est-ce qu'il a perdu, d'une part, la guerre économique, comme le titre ce soir le journal Le Monde, et est-ce que demain, ces paroles vont pouvoir suffire à rassurer les marchés? Alors demain, qu'est-ce qu'il va nous dire? On ne le sait pas, bien entendu, mais on peut supposer qu'il va dire que l'économie russe n'est pas en faillite. Et il aura raison, elle n'est pas en faillite. La Banque centrale russe dispose encore de 350 milliards de dollars de réserves pour lutter contre la dégradation du rouble. Donc on ne peut pas parler d'un état de faillite. Cela dit, si la dégradation... Mais ça suffira à rassurer les marchés? Alors cela suffira, je ne pense pas que ça suffise, parce qu'on est dans un circuit. Aujourd'hui, les taux d'intérêt russes sont à 17%. Autrement dit, le refinancement des sociétés russes est absolument impossible. Donc la dégradation va continuer. Ceci va-t-il se répercuter sur l'économie européenne? Exactement. Je ne pense pas dans un premier temps, car le commerce Europe-Russie, ce n'est que 1% du PNB européen, donc c'est relativement faible. Mais des sociétés comme la Société Générale ou Renault, qui sont très implantées en Russie, ont un certain nombre de problèmes là-dessus. Oui, d'accord. Écoutez, Jean-Louis, vous restez avec nous, puisque dans quelques instants, les éditorialistes du 22h vont nous rejoindre pour le club du mercredi soir. Mais avant, on va regarder avec Agathe Pécastin tout ce qui a pu nous échapper dans l'actualité encore aujourd'hui. Lionel Jospin parmi les sages. L'ancien Premier ministre succède à Jacques Barrot au Conseil constitutionnel. Sa nomination présentée par le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a été validée par les députés. 40 voix pour et 10 contre. Auditionné pendant près d'1 heure et demie par la commission des lois, Lionel Jospin retrouve la scène politique. Je me suis interrogé pour savoir si je devais l'accepter. J'ai répondu oui. Parce qu'exercer une telle fonction, si vous en décidiez ainsi, serait un honneur, parce que son exercice me permettrait, d'une manière différente du passé, de servir encore la République. Il est le premier ancien chef de gouvernement à siéger au Conseil pour une durée de 5 ans. Le Conseil d'État a définitivement tranché en faveur des voitures avec chauffeur. Le décret instituant un délai de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client a été annulé. Un nouveau coup dur pour les taxis pourtant mobilisés lundi dernier. Le Conseil avait déjà suspendu ce décret très contesté. Les magistrats ont jugé que ce délai était illégal. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera bien construit. Dans un entretien donné au journal Ouest France à paraître demain, Manuel Valls réaffirme sa volonté de voir aboutir ce projet très contesté. Le Premier ministre souhaite engager les travaux dès 2015, date à laquelle les différents recours contre le chantier seront épuisés. C'est un peu le dîner de Noël avant l'heure pour le président. François Hollande a invité ce soir une dizaine de députés socialistes et certains Français anonymes triés sur le volet. Entrepreneurs, féministes, intermittents, retraités, ils ne sont ni militants ni même des sympathisants socialistes selon l'Élysée. Un coup de communication qui mise sur la proximité. Voilà, la proximité, la reconquête de l'opinion, on va en parler, on va faire le tour de cette actualité politique de la semaine et puis on va faire un peu le bilan de l'année 2014 avec notre club des éditorialistes. Cécile Cornudet pour Les Échos, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans le 22h. Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Bonsoir, également un habitué du 22h. Et puis Laurent Greisheimer pour l'hebdomadaire Le 1, on en parlera tout à l'heure. Merci à vous également d'être sur notre plateau. Puis Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique qui est resté
rester avec nous. Donc oui, l'opinion, avec François Hollande, peut-être qu'on va commencer, qui semble reprendre dans les derniers sondages quelques couleurs. Il repart à la conquête de la gauche. Il y a eu toute cette offensive cette semaine, ce discours sur l'immigration, le discours dans le nord de la France sur la rénovation urbaine, et puis quelques sorties aussi impromptues sur le terrain le week-end dernier. Est-ce que c'est une séquence réussie, selon vous, Philippe Moreau-Chevrolet? Oui, François Hollande est en campagne depuis quelques mois déjà. Il a fait un JT, il a fait un petit peu de réunions, enfin il a fait des dîners en ville avec les milieux de la culture où il avait une très très mauvaise image, très dégradée. Et là, ça commence à prendre un petit peu dans l'opinion. Il a pris 5 points d'après Odoxa, le dernier sondage qu'on a eu il y a 2 jours. Il est dans une phase assez positive. Après, il part de très très bas. Il a toujours 78% d'opinion défavorable. Donc, il ne faut pas non plus crier à la ressuscitation, au retour à la résurrection, voilà. Mais il est bien parti. Puis, il a une aide, c'est que Sarkozy revient. En fait, on retrouve un clivage que les Français connaissent, qui est un clivage un peu moins anxiogène que Hollande face à Marine Le Pen. Voilà, il y a de nouveau Sarkozy. Au milieu de tous ces commentaires, il y a bien sûr les dessins d'Hervé Baudry que j'ai oublié de présenter. J'étais caché derrière un sapin. Mais voilà, c'est ça le sapin de Noël. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, notre cadeau de Noël, Hervé Baudry. Cécile Cornudet, c'est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, eh bien, est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy, ça redonnait un peu de niaque à François Hollande? Oui, je pense que plus de savoir s'il va bien dans l'opinion, je trouve que c'est un petit peu tôt pour... disons qu'il avait beaucoup baissé après son émission télévisée. Là, peut-être automatiquement, il remonte, mais il est à 21% d'opinion positive, c'est très bas. Mais lui, il va mieux. Lui, il va mieux parce qu'il retrouve ses repères. Il y a le vilain Sarkozy qu'il faut essayer de combattre. Et c'est un peu Guignol, hein, c'est un peu le théâtre de Guignol. C'est-à-dire qu'on a des personnages très très caricaturaux qui sont ancrés dans l'opinion. Et le seul élément de nouveauté, c'est Marine Le Pen. En tout cas, l'animal politique, on sent, s'est réveillé. Il va sur le terrain, il fait des surprises. Il va voir Poutine. Il essaye de prendre la droite sur son terrain. Poutine, c'était beaucoup à droite, lui reprochait de ne pas avoir de relation avec lui. Hop, il en a. Donc voilà, l'animal politique s'est réveillé. Et ça, c'est important, hein. C'est un ressort politique qui est toujours important. Il faut y croire, et là, on sent qu'effectivement, François Hollande y croit à nouveau, non? Alors moi, je suis moins informé que ma voisine, donc je n'ai pas de scoop à révéler sur François Hollande, mais à coup sûr, j'allais dire que sa visite impromptue avec Poutine est un bon point qu'il a marqué. D'une part parce que sur le plan diplomatique, c'est important et c'est intéressant, il y aura sans doute des suites, et c'était un acte nécessaire, attendu, en partie d'ailleurs par l'opinion française, et d'autre part parce que ça lui permet à nouveau de se libérer un espace politique. Pour le reste, est-il à nouveau populaire? On voit bien que non. Non, mais en tout cas, il cherche à renouer avec le terrain. Ça, c'est toujours aussi important. Quand on est à l'Élysée, quand on est un peu enfermé, avec le dîner ce soir où il reçoit des parlementaires, des élus qui viennent chacun accompagnés d'un Français. Donc ça aussi, ça fait partie de cette séquence de communication. C'est très habituel chez les associations qui veulent recruter de nouveaux adhérents. On dit aux adhérents déjà anciens ou vieux, vous allez nous amener un petit jeune pour que le petit jeune découvre un peu l'organisation et finisse peut-être par lui-même adhérer. Donc, ce qui est très habituel pour les présidents, en revanche, c'est qu'il arrive toujours à un moment où ils ne supportent plus la médiation, de parler à des journalistes qui parleraient aux Français. Ils veulent voir les Français en direct, donc c'est pour ça qu'il fait les surprises ce week-end en allant à Cahors, et que là, il fait un dîner avec des vrais Français. Ça vous laisse sceptique, Jean-Louis? Le problème, c'est qu'il y a plus de Français que de journalistes, donc c'est plus difficile de les voir tous réunis. Je pense aussi que dans le retour de Sarkozy, il y a une motivation personnelle de François Hollande. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme auquel il aime s'affronter en tant qu'homme. Et donc quelque part, parce que justement, donc c'est l'homme qu'il a déjà battu, et le rebattre une seconde fois, ça serait pour lui quand même une victoire par chaos intéressante. Alors justement, on a ce premier dessin d'Hervé Baudry, c'est la Saint-Nicolas. Mais oui, c'est la Saint-Nicolas, donc il a des bons sondages, c'est le joli cadeau que peut lui faire Nicolas Sarkozy pour l'instant. Bon, la rentrée de janvier va peut-être être un peu plus compliquée pour le gouvernement et pour le chef de l'État, Jean-Louis, avec notamment un certain nombre de dossiers économiques importants. Et puis la discussion attendue au Parlement de la loi Macron, qui va sans doute réveiller pas mal d'opposition au sein de la gauche et au sein du Parti socialiste. Alors il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a la conjoncture, d'abord, et demain on y verra plus clair avec le rapport de l'INSEE qui nous sera fourni demain soir. Et puis il y a la loi Macron et l'ensemble aussi des dossiers qui sont présents, notamment sur la question de l'emploi et sur la renégociation des partenaires sociaux sur la question du dialogue social, le dossier des retraites, le dossier des autoroutes. Le gouvernement, les retraites avec un couac cette semaine. Avec un couac cette semaine, dans la mesure où le ministre de l'Emploi a dit s'il faut faire 2 ans de plus, je ferai 2 ans de plus, ce qui a déstabilisé un petit peu un certain nombre de gouvernements. Et le dossier des autoroutes, j'y tiens pourquoi? Parce que, en fin de compte, le gouvernement a besoin de faire 2 choses.
le problème des réformes et aussi des marqueurs de gauche, c'est-à-dire faire ces réformes en ayant des marqueurs de gauche. Cette semaine, ça a été l'immigration, et voilà maintenant que revient la question des autoroutes. Dans la mesure où, déjà, 3 rapports ont été publiés pour dire qu'en fin de compte, ces gens-là étaient des rentiers, et contrairement à ce qu'on pouvait penser, les autoroutes n'apparaissent pas dans la loi Macron, alors qu'on nous parle justement de détruire un certain nombre de rentes. Or, le chiffre d'affaires des autoroutes, c'est au moins 2 à 3 fois le chiffre d'affaires des notaires. Mais comment faire pour apparaître un marqueur de gauche sur cette question des autoroutes, alors que le problème, ce serait pour les automobilistes qu'évidemment le péage baisse, où Mme Royal avait dit qu'il faut que ça soit même carrément libre pendant le week-end, alors que le problème du gouvernement, c'est de trouver de l'argent et non pas de faire baisser les tarifs. Donc, en fait, renationaliser, ça n'est pas une solution. Renationaliser, c'est impossible parce que ça coûterait 20 milliards d'euros pour rien que pour acheter des autoroutes, et ensuite il faudrait porter les 20 milliards d'euros de dette, ça nous fait donc en tout 40 milliards, mais surtout même obligé à baisser les tarifs, ça n'intéresse pas du tout le gouvernement. Ce qu'il veut, c'est renégocier et avoir une partie de la rente des autoroutes. Et c'est sans doute vers cela que l'on s'engage. Mais sur ce dossier des autoroutes, comme sur celui de l'écotaxe, il y a des lignes différentes au sein même du gouvernement. Oui, je pense que en plus, si tous ces sujets économiques et sociaux vont être si explosifs en janvier, c'est que juste derrière, il y a les élections départementales, avec un risque inédit pour le PS quasiment de disparition pure et simple du paysage politique. Il y a un critère de qualification pour le second tour qui est très haut, à 12,5 des inscrits, ce qu'il faut à peu près faire 20 ou 25% des suffrages exprimés pour se qualifier. Et beaucoup de gens craignent que le PS ne soit même pas au second tour dans la moitié des départements. Il y a des responsables socialistes qui parlent d'une vingtaine de cantons conservés. Donc on est sur 60 aujourd'hui. Oui, et puis on a vu aussi que le Parti socialiste peinait un peu aussi à trouver des candidats dans certains cantons pour ces départementales. C'est vrai que ça va être le premier enjeu de l'année 2015, à la fin du mois de mars, ces élections départementales. Exactement, et ça nuance un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos de François Hollande et de sa remontée dans l'opinion. On voit bien que les difficultés sont devant et non pas derrière, ne serait-ce que parce que d'un côté on est dans un système de posture, on voit que le patron du PS envisage 500 000 adhérents au PS alors que le même Parti socialiste va probablement s'effondrer aux élections au premier trimestre. Et on voit un président qui essaye de redorer son image alors même qu'il est empêtré dans bien des dossiers et que la petite réforme Macron dont on va reparler, j'imagine, est une toute petite réforme intéressante, mais qu'elle aura déjà du mal, on le sait, à passer devant le Parlement. Oui, avant la loi Macron, il y a aussi la nouvelle carte des régions. Là, on peut dire peut-être que François Hollande a quand même réussi un petit peu son Big Bang territorial, Cécile. Il a réussi cette première étape. Qui est assez spectaculaire. On va pouvoir avoir les classes. Je ne sais pas si on a toujours les cartes dans les classes, mais enfin, c'est une réforme visible. Je pense, moi, en ce moment, qu'il cherche la réforme visible, et notamment la réforme visible par les yeux des étrangers. C'est ça qui l'intéresse. Donc ça, les régions, ça fait des grosses entités qui vont pouvoir rivaliser. Le travail du dimanche dominical, c'est pour les touristes. François Hollande a dit aujourd'hui qu'il allait se rendre à Davos. C'est un symbole. Il veut montrer que il y a des réformes. C'est un peu des réformes tape à l'œil, moi, je trouve. Est-ce que derrière, il y a vraiment un travail de fond, de structure? Je ne suis pas sûre, parce que la vraie loi importante, c'est celle sur la répartition des compétences entre les niveaux territoriaux. Et là, manifestement, c'est beaucoup plus compliqué. On a l'impression que le gouvernement a mis tout son crédit pour avoir cette carte des régions, et qu'il est beaucoup plus fragile et faible pour pouvoir imposer aux corporatismes locaux là, qui sont en train de se réveiller une vraie répartition des compétences. Moi, je travaille le dimanche. Mais oui, tout le monde travaille le dimanche, et même les petits avec leur devoir de maths. Il faut y penser aussi. Ils ne sont pas payés en plus. Pas de compensation. Juste, Jean-Louis, réforme tape à l'œil, a dit Cécile, pour la loi Macron, vous êtes du même avis? Réforme tape à l'œil, c'est bien sévère, mais la sévérité est juste. Effectivement, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et le problème, ça sera surtout le retour politique. Qu'est-ce que les gens vont retrouver dans cette histoire-là? C'est-à-dire, est-ce que franchement, ils verront un changement quelque peu, le fait qu'ils auront les magasins un peu plus ouverts le dimanche? Je ne pense pas que ça... La chose qui est importante dans cette réforme Macron, à mon avis, ce n'est pas là. Elle est dans le fait que l'ouverture des magasins du dimanche passera par des négociations de branches et d'entreprises sur la question des salaires. Contrairement à ce que croit
la plupart des gens, il n'y aura pas un doublement du salaire ou d'augmentation de 50% du salaire. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il y aura, ce sont des négociations. Et donc, on met le doigt dans quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire, et que l'on souhaite d'ailleurs, parce que derrière peut se profiler une réforme des 35 heures, négocier entreprise par entreprise des évolutions de l'entreprise en matière de temps de travail et de taux de salaire. C'est la nouveauté essentielle de la loi Macron, qui n'est pas apparente quand on la lit, mais qui est cachée derrière, c'est-à-dire une nouvelle façon de construire du social dans l'entreprise par la négociation, au lieu de s'en remettre systématiquement à une loi qui s'impose à tout le monde. Bon, mais je crois, Jean-Louis, qu'on en reparlera ensemble en 2015. Merci d'être venu, Jean-Louis, sur ce plateau. Ce soir, Stéphane Rosès va nous rejoindre et va prendre votre place. Alors qu'on découvre le dernier sondage Ipsos pour Le Point, et on voit que dans le camp d'en face, eh bien, Nicolas Sarkozy, eh bien, il décroche, il perd moins 16 points dans ce sondage que vous allez sans doute découvrir sur votre écran. Bonsoir, Stéphane Rosès. Merci d'être avec nous également ce soir. Alors, Nicolas Sarkozy, pourquoi finalement il ne bénéficie pas du tout de l'effet de son élection à la tête de l'UMP? Sans doute c'est un ancien président de la République et donc les Français se font une certaine idée des anciens présidents de la République. Et donc déjà, l'idée pour un ancien président de reprendre une formation politique d'opposition, importante bien sûr, mais surtout dans les conditions dans lesquelles tout ça s'est passé, c'est-à-dire avec des éléments de tension, avec une élection avec des résultats tout à fait relatifs, avec des couacs y compris sur la nomination de sa direction, alors que le pays, voilà, vous l'avez dit, le pays s'interroge, le pays est inquiet, le pays est en dépression, et donc on attend des personnalités qui viennent apporter des solutions. Or, le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que depuis la présidentielle, à chaque fois qu'on parle de lui, c'est pour évoquer un problème, soit qu'il le suscite, soit qu'on lui prête à tort ou à raison un certain nombre de choses. Et donc, là, il y a un problème de fond pour Nicolas Sarkozy. C'est qu'il s'encrastre, notamment, il avait dit qu'il reviendrait par la grande porte, il revient par la petite, mais affaibli et tout à fait, voilà, c'est pas du niveau en principe d'un ancien président de la République. Et puis on l'a pas entendu, Nicolas Sarkozy, depuis le soir de son élection, depuis le 29 novembre. Ça, c'est une stratégie, le silence? Non, c'est pas une stratégie, c'est plutôt subi en fait. Nicolas Sarkozy, le problème c'est que lui, il est là physiquement, mais le personnage n'est pas là, il n'est pas en place, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'empathie. Il y a une certaine forme d'agressivité et on a l'impression de retrouver un petit peu le Nicolas Sarkozy qu'on a toujours connu. Sur des bases politiques, oui, un petit peu, très agressif et sur des bases politiques qui sont celles de 2012, donc on a déjà vu, déjà entendu. Et en fait, ce qui frappe, c'est qu'il n'a pas travaillé pendant les 2 ans de sa traversée du désert, qui était en fait une traversée de bac à sable, c'est qu'on l'a dit, c'est très très court, mais il n'a pas travaillé sa communication, il n'a pas travaillé un nouveau positionnement. Il n'a pas cherché à se redéfinir, à trouver quelque chose de nouveau. Donc c'était culotté de sa part de reprendre l'UMP, mais c'est maintenant qu'il va devoir travailler en réalité. Moi je trouve ça étonnant, moi je pense que c'est un choix de ne pas être intervenu depuis qu'il est président de l'UMP. Et manifestement, pendant les vœux, il a l'air aussi de vouloir laisser le gouvernement, le François Hollande faire ses vœux sans vraiment être présent. Là il a fait un discours devant des députés, je crois, cette semaine, où il a dit « Noël, c'est fait pour la famille ». Donc en fait, il n'y a pas d'automaticité, c'est pas parce qu'il est président de l'UMP aujourd'hui qu'il en bénéficie. Il est président du principal parti d'opposition. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il en bénéficie automatiquement dans l'opinion. Il essaye peut-être de faire les deux. Il est revenu parce qu'il savait que s'il ne revenait pas, du fait des affaires et de la situation à droite, les choses allaient se faire contre lui. Donc il a dû reprendre, effectivement, se remettre à la tête du gouvernail, sinon tout allait lui échapper, retomber sur lui. Et en même temps, il est conscient que, ce que vous disiez, Philippe, c'est-à-dire il fallait bien instaurer un autre type de relation avec les Français. Il essaye peut-être, effectivement, de faire les deux. À la fois, je contrôle l'appareil, les choses ne peuvent pas se faire contre moi, et à la fois, je vais essayer, dans le temps, de renouer un autre type de relation avec les Français. Le problème, c'est qu'il a d'abord des écuries d'Augias à nettoyer. Il récupère un parti qui est surendetté, où il faut qu'il installe des responsables qui, pour l'instant, sont soit démissionnaires parce qu'ils étaient à l'extrême droite, soit en train de mesurer leur bureau avec un mètre à coudre. Enfin, je veux dire, il a d'abord les écuries d'Augias à nettoyer, ça va prendre du temps, et on ne parle pas quand la situation n'est pas clean. Ouais, il avait pourtant dit, Nicolas Sarkozy, qu'il voulait aller vite pour refonder son nouveau parti à droite. Moi, je pense qu'il ne sait pas quoi dire. Non, ça, je suis d'accord, il n'a pas travaillé. Il n'a pas arrêté son positionnement. On peut lui reconnaître qu'il pense peut-être ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la présidentielle. Donc si on n'a pas perdu la présidentielle, il n'y a pas de raison, effectivement, de se demander qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit refaire. Disons que le conseiller Nicolas Sarkozy nous explique qu'effectivement, si on avait eu un mois de plus, l'élection était gagnée. Donc il n'y a pas de raison de changer. Non,
J'écoute et je m'amuse beaucoup parce qu'en fait, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous dites, une grande partie de votre analyse. Et en même temps, force est de constater que Nicolas Sarkozy est revenu parce qu'il y a été contraint. Stéphane Rosès l'expliquait. Il a été contraint. Donc, on analyse le passé. Il faudrait regarder ce qu'il va se passer maintenant. Or, maintenant, le constat, c'est que Nicolas Sarkozy est à la tête d'un parti, certes, peut-être abîmé, largement écorné, mais quand même assez puissant, un parti de gouvernement. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il peut en faire une machine de guerre à son profit ? Et évidemment, c'est son projet. Vous le savez tout aussi bien que moi. Et est-ce qu'il en a encore envie? Parce que c'est peut-être un petit peu la niaque aussi, ce dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Mais l'envie est un ressort important en politique, essentiel, je dirais même. C'est une très bonne question, parce que sur les plateaux de télévision, il n'est pas là en fait. Il y a bien l'écorce physique. Il n'avait pas envie de cette campagne interne, ça c'est sûr. La question, c'est est-ce que c'était un moment obligé, et maintenant on arrive effectivement dans une nouvelle phase où il va retrouver... C'est aberrant qu'on en soit là avec nos responsables politiques, que ce soit Hollande et Sarkozy, à se demander s'ils ont envie de faire le job. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il faut peu de choses pour Nicolas Sarkozy pour se remettre en mouvement, et ce que vous avez dit sur les départementales qui arrivent, on peut faire confiance à Nicolas Sarkozy pour retrouver, je dirais, de l'allant. Le vrai sujet, on l'a peut-être pas suffisamment évoqué, c'est la question Marine Le Pen, qui vient évidemment changer complètement le tête-à-tête avec François Hollande. On va en parler avant mais dans le dessin d'Hervé. J'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un aussi. Dans son vocabulaire à lui, il imagine un grand retour, mais il découvre aussi un grand vautour. Et c'est le vautour, il vient de Bordeaux, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être... Quisté, lui aussi. J'ai l'impression qu'ils sont tous partis en vacances bien avant nous. Nicolas Sarkozy, lui, il a atterri, il a perdu ses plumes. Juppé n'a pas fait encore cet exercice. Peut-être qu'il n'en perdra pas quand il reviendra sur le terrain. Ses conseillers expliquent qu'il n'a pas intérêt à agir parce que tout va bien. Donc quand tout va bien, on ne change pas de stratégie. Voilà. Ça peut tenir un certain temps, mais la stratégie du mouvement de Nicolas Sarkozy... Je dirais que le mérite de Nicolas Sarkozy à ce stade, c'est qu'il a pris un risque, il s'est lancé dans une bataille, il l'a gagnée, certes, peut-être pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité, mais il l'a gagnée, et maintenant il est aux commandes. Je crois que politiquement, c'est beaucoup plus raisonnable d'être aux commandes d'un grand parti si on se veut à un destin par la suite, que d'avoir, disons, manqué l'étape et de ne pas avoir pris les clés du parti de l'UMP. Disons que chacun est sur son registre. Nicolas Sarkozy est un sauveur. Donc il cherche le risque, il cherche toujours le point limite, il cherche à montrer qu'il est incontournable. Le tempérament d'Alain Juppé, c'est effectivement, ça a été la tentation de Venise, puis l'insertion et la grande réussite de Bordeaux, effectivement un succès dans le peuple de droite. Mais la question qui est importante, vous l'avez évoquée, ce sera l'atterrissage, la vraie modalité d'atterrissage, où là, ça va être évidemment une épreuve du feu pour Alain Juppé. Et là, vous avez raison, c'est qu'un parti, c'est indispensable en France. Quand on a un apparatchik, on a plus de chances d'être élu que quand on est charismatique, mais qu'on ne contrôle pas de parti. C'est pour ça qu'on a des profils comme François Hollande ou Martine Aubry, qui sont un peu surprenants dans une démocratie. Allez, maintenant, on va faire un petit retour sur toute l'année 2014 avec vos tops, vos flops. Alors, la rédaction de Public Sénat a également voté, et c'est Samia Déchir qui a mis ça en image. Elle nous raconte un peu les tops et les flops de la rédaction de Public Sénat en politique. Ils sont jeunes, ils ont du pouvoir et incarnent le renouveau. Le top 2014 revient aux figures montantes de la politique. À gauche d'abord, Najat Vallaud-Belkacem est devenue à 36 ans ministre de l'Éducation nationale. C'est la première femme à occuper ce poste. Son collègue à l'économie, Emmanuel Macron, a le même âge. Il y a un an, il était encore inconnu du grand public. À droite, c'est Bruno Le Maire qui a créé la surprise. Vous avez marqué massivement et clairement votre volonté de renouveau. Avec ses 30% de voix, il a fait de l'ombre à Nicolas Sarkozy. Enfin, à l'extrême droite, David Rachlin est devenu, à 26 ans, le plus jeune sénateur de l'histoire. On est en plus jeune, c'est gentil. Des partis renouvelés, mais surtout marqués par les affaires, c'est le flop 2014. À droite, l'année a démarré par le séisme Big Malion. Il y a eu des factures qui ont été présentées à l'UMP et qui correspondaient à des dépenses faites pour le compte de la campagne. La gauche n'est pas en reste avec 2 départs du gouvernement. Le comportement de Thomas Thévenoud, sa désinvolture, ont fait mal à la République.
Le départ de l'éphémère secrétaire d'État est suivi par la démission du ministre Kader Arif. En mal de financement, le Front National a lui aussi eu droit à son affaire, celle des 9 millions d'euros empruntés à une banque russe. Bref, en matière de scandale, tout le monde a sa place au palmarès 2014. Alors Cécile, vous, au top de votre palmarès 2014. Alors moi j'avais mis, comme Public Sénat, finalement j'avais mis Macron et Le Maire, parce que je m'étais autorisée à avoir un duo, parce qu'ils incarnent, ils ont senti ce besoin du renouveau des Français, et je trouve qu'ils jouent d'une façon intelligente sur ce renouveau, pas seulement sur leur âge, sur leur capacité à parler dans les médias, tout ça, mais ils retournent finalement aux fondamentaux de la politique, dans le bon sens du terme, je trouve, tous les deux. Bruno Le Maire, il a fait une vraie campagne, il a été dans les usines, il a rencontré des gens, il a fait une longue campagne. Et Emmanuel Macron, pour sa loi, il reçoit énormément de députés, il essaye vraiment de convaincre. Ils ne sont pas d'accord avec lui aujourd'hui, les députés socialistes, mais il y a un respect qui se dégage très net. C'est un homme de conviction, il essaye de le faire passer. Voilà, je trouve que c'est des hommes de renouveau, mais qui ne sont pas dans le gadget et qui sont vraiment dans essayer de faire passer leur message et on a intelligemment. un peu l'impression que Macron ringardise Valls et que Le Maire a un peu ringardisé aussi Sarkozy. Ouais, exactement. Vous, vos tops, Stéphane, Philippe, je crois que vous avez choisi la même personne. Bon, vas-y alors. Moi, mon top pour cette année, c'est Marine Le Pen, pour une raison évidente, c'est que c'est la grande gagnante de la séquence politique. Et qu'a priori, elle va continuer, malheureusement ou heureusement, selon le bord où on est, elle va continuer à planer au-dessus de la mêlée, on va dire. Elle a fait une année absolument, en termes de communication politique, en tout cas, remarquable, il n'y a rien à dire. C'est la meilleure communicante à droite et à gauche. Même si ça se termine un peu moins bien. Ça se termine moins bien, mais tant mieux, parce qu'elle était à un niveau tellement élevé qu'on l'a donnée déjà gagnante en 2017. Donc voilà, enfin, heureusement qu'il y a un rééquilibrage démocratique qui s'effectue. Elle a fait une mauvaise fin d'année, mais elle a plané quand même au-dessus de la mêlée et elle a réussi à installer sa dynastie avec Marion Maréchal Le Pen. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Stéphane, mais il y a quelque chose de l'ordre de la dynastie, de l'installation de cette famille dans le paysage politique. Sur quoi j'insiste, c'est plutôt le début de votre propos, c'est-à-dire que Marine Le Pen a épousé le sujet du pays. Elle fait de la politique. Et comme moi, mon flop, c'est François Hollande à cause des occasions manquées où il aurait pu renouer avec le pays à partir d'un récit en disant voilà ce qu'est la France, voilà ce qu'est le monde et voilà ce que la France veut faire en Europe, de sorte que la France soit maître de son destin. C'est l'échec pour l'instant de François Hollande qui peut se restaurer d'ici la présidentielle, mais dans le prolongement de Nicolas Sarkozy, ils ont comme point en commun qu'ils laissent entendre par leur attitude, leur façon d'être et de faire que le destin de la France est imposé par l'extérieur. Et ce que fait Marine Le Pen, c'est qu'elle passe d'un nationalisme fermé à un souverainisme dur sous l'influence de Philippot. Et donc s'ouvre à elle tout un tas d'électeurs qui, eux, souhaitent dire non pas la France doit se refermer, mais avant que de nouer le rapport au monde, il faut partir de la France. Et c'est ça le danger de Marine Le Pen, et c'est ça qui fait qu'effectivement, je suis d'accord, l'idée que Marine Le Pen ne puisse pas l'emporter à la présidentielle, vu ce que sont aujourd'hui François Hollande et Nicolas Sarkozy, n'est rien de moins sûr. Laurent, vous, pourtant, vous avez choisi de saluer le retour de Nicolas Sarkozy. Voilà, parce que c'est votre perf 2014. Oui, c'est par esprit de contradiction, par amour du paradoxe, parce que tous mes confrères... Oui, par goût du risque, parce que tout le monde dans les médias notamment, s'est complu à raconter le retour manqué de Nicolas Sarkozy. Et je pense que le réel se rappelle toujours à nous. Et je constate qu'au début de l'année, certes, les plans de Nicolas Sarkozy n'étaient pas de prendre l'UMP, mais que l'occasion s'est présentée, presque pour lui une ardente obligation. Il a rempli son contrat, il est à la tête d'un des deux partis de gouvernement en France, soit le PS, soit l'UMP, et il est en demeure maintenant de réaliser ses vœux. Et d'ailleurs, Hervé, vous vous dites au top, le maître des pliants. Oui. Alors moi, je prends tout le monde aussi de court. Moi, c'est le maître des pliants, parce qu'à la fois, il a servi beaucoup ces derniers temps pour mesurer les surfaces de bureaux de Vauquier et à l'UMP et de NKM, mais il a servi aussi en milieu d'année à estimer un petit peu la hauteur des livres vendus de Zemmour et de Valérie Trierweiler. En fait, voilà, et à mesurer les départements et les régions. Peut-être également. Donc, honneur au maître des pliants.
Philippe, Oui. votre flop de l'année, vous, c'est Moi, qui? c'était Jean-François Copé, parce qu'il ne peut pas y avoir de plus gros ratage politique que Jean-François Copé, même si François Hollande est un deuxième. Voilà. C'est quelque chose qui est une explosion en vol. On a vu tout Fillon un système. aussi à droite. Fillon, c'est plus un atterrissage mou. Voilà, il a mal atterri, mais c'est mou. Jean-François Copé, c'était vraiment fracassant. Il a commencé par faire la une du Point, et le Point l'a aligné contre un mur et a tiré dessus, l'a battu comme un pigeon en vol, et depuis, c'est une longue descente, et il a emmené son camp avec lui. Et tout ce que Sarkozy va devoir reconstruire derrière, c'est monumental. Je ne sais pas s'il peut y arriver, parce que honnêtement, dans la situation où on est actuellement, ce qui pourrait les sauver, c'est une alliance avec le Front National. Quasiment, voilà. Mais tout seul, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. On en est là. Cécile, pour vous, qui a raté Moi, son j'ai année? pris Mélenchon. Parce que je trouvais qu'il y avait... Le parallèle avec Marine Le Pen est assez intéressant. Ils avaient tous les deux d'énormes atouts qui n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre. Une énorme culture, un sens du verbe. Il avait créé vraiment quelque chose dans la campagne de 2012. Et puis ça n'a pas marché. Et c'est intéressant d'essayer de savoir pourquoi. Je pense qu'il s'adressait plus aux intellos qu'aux ouvriers, que c'est toutes ces positions sur l'immigration, sur l'identité, voilà, l'ont éloigné des classes populaires, alors que Marine Le Pen, elle a su évidemment surfer là-dessus. Donc je trouve ça c'est quand même un talent, Mélenchon, et c'est intéressant. Et c'est un talent sous-exploité. C'est qu'en fait, il se donne il s'est pas une abîmé chance. lui-même Il aussi. s'est abîmé tout seul. Il est victime un peu de son tempérament. Parce que c'est sûr qu'auprès des intellos, d'être excité tout le temps à la télévision, ça marche marche son pas. problème, c'est que son auditoire naturel, les gens Voilà. qui seraient susceptibles d'écouter Mélenchon, ce sont les CSP+, les bobos des centres-villes, c'est-à-dire en gros nous, mais qu'en même temps, il a des postures tellement énervées, tellement excitées, qu'on ne peut pas tellement adhérer. Donc ça finit par faire un tout petit dénominateur. Disons qu'il a la prétention de s'adresser aux ouvriers qui ne sont pas anticapitalistes mais antilibéraux à partir d'un langage qui n'est pas un langage ouvrier de défense des ouvriers, mais qui est plutôt un langage bobo. Donc il y a une contradiction entre son entourage, qui a un discours volontiers bobo, et la prétention de s'adresser aux ouvriers en mésestimant l'inquiétude terrible de la classe ouvrière française qui veut d'abord de la protection. Or son internationalisme qui demeure semble considérer la question du rapport capital-travail comme secondaire. Marine Le Pen a été, elle, Bien sûr, sur un discours très social, très étatique et très rassurant. Elle occupe un terrain de gauche, et puis il y a autre chose, c'est que des gens comme Steve Briouat, ils ont fait 20 ans de campagne derrière eux. Donc quand ils gagnent Néna Beaumont, c'est aussi un travail de terrain, qui n'est pas fait par la gauche. Et c'est très surprenant, cet abandon du terrain social, quand même. Allez, on finit avec vous, Laurent, qui a raté son année. Alors il fallait un flop, j'ai choisi Martine Aubry, une sorte de double flop finalement. Qui essaye pourtant de revenir. Exactement, mais elle aurait pu d'une certaine manière gagner, élargir son territoire, notamment en raison de l'échec de Jean-Luc Mélenchon par exemple et des frondeurs. Mais finalement on voit que ces deux dernières prises de position contre, j'allais dire, la réunification par exemple de sa région, le Nord-Pas-de-Calais, avec la Picardie, elle s'y oppose, alors que, y compris ses électeurs, sont favorables à cette réunion. Et elle est toujours un petit peu à contretemps. Et sur le travail dominical, là encore, Stéphane Rosès en parlait tout à l'heure, mais c'est un petit peu à contretemps, puisqu'elle nous propose un peu comme un devoir, j'allais dire, obligatoire et gratuit de ne pas travailler le dimanche. Elle aime bien utiliser le verbe devoir. C'est quand même elle qui a fait du travail le dimanche. C'est quand même elle qui a fait du travail le dimanche, un exocète contre Macron et contre le gouvernement. Voilà. On finit avec un dessin d'Hervé, la revue de presse, très rapidement. Comme mon camarade, moi c'est Copé, et donc il va faire flop dans la piscine qui elle va être au top maintenant. Allez, je vous montre les hebdos de la semaine très rapidement avec en une de l'Obs. Faut-il avoir peur de Google? Beaucoup de sujets autour de Google et un dossier très intéressant à lire dans l'Obs cette semaine. Le 1, Laurent Geisweimer, vous allez peut-être nous dire sur quoi vous faites votre une. La une sur Jérusalem. Combien de divisions? Une ville qui a toujours été déchirée, divisée entre, d'une part, les chrétiens, les musulmans, les juifs, mais aussi aujourd'hui entre les Israéliens et les Palestiniens. Et on publie des cartes inédites du géographe Michel Fouché, qui est notre conseiller en stratégie et en géopolitique. Donc elle lire l'excellent Le 1, Perrine, il faut le dire, il faut se précipiter en kiosque toujours, toutes les semaines, pour acheter Le 1. Oui, effectivement, tu as raison. Voilà. Et nous fêtons nos 8 mois d'existence. Voilà, bravo. Pour finir cette émission, Public Sénat vous offre un petit cadeau pour Noël. Voilà, Public Sénat, le 22h, toute l'équipe du 22h, Sonia Mabrouk qui est déjà partie, la Vénarde,
en vacances pour tout le monde. C'est des petits carnets Public Sénat pour prendre toutes vos notes auprès de vos politiques. Oui, on peut les montrer. Génial, Et j'en ai un pour Jean-Louis Gombault qui est déjà... C'est la fille du Père Noël. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus pour ce dernier club des éditorialistes 2014. On se retrouve bien sûr en 2015. Enfin, il y a un autre 22h demain soir, mais pour les éditorialistes, ce sera en 2015. Merci Hervé. Merci Perrine, bonne fête. Bonne fin d'année, ouais, bonne fête. Bonne fête à vous.